Bonjour et bienvenue sur Infocrime, votre chaîne de faits divers. Aujourd'hui, je souhaiterais revenir sur le cas de Lucas Tronche, 15 ans, disparu le 18 mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Depuis cette date, Lucas n'a plus donné signe de vie. Il s'est volatilisé. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur l'enquête et nous allons passer en revue toutes les hypothèses qui auraient pu conduire à sa disparition. Mais tout d'abord, qui est Lucas? Fils d'un couple d'ingénieurs travaillant sur le site nucléaire de Marcoule, il est le cadet d'une fratrie de 3 enfants. Il était curieux, fin gourmet et très proche de la nature. Lucas devait fêter ses 16 ans un mois jour pour jour après sa disparition. Étudiant en seconde scientifique au lycée Albert Einstein de Bagnols-sur-Cèze, c'est un élève brillant qui voulait devenir vétérinaire. Il était scout et sportif. Il pratiquait la natation, le badminton et il s'était récemment mis à la musculation. Il est décrit par tous ceux qui le connaissent comme souriant, aimable, équilibré. Bienveillant, il faisait tout pour que les gens autour de lui se sentent bien. Il était aimé de tous. Absolument rien n'indique dans l'enquête de personnalité que Lucas ait pu avoir une face plus sombre qui l'aurait amené à faire de mauvaises rencontres. Mais alors, qu'est-ce qui a pu amener cet adolescent à disparaître sans laisser de traces? Revoyons ensemble les derniers moments précédant la disparition. Lucas, comme la plupart des jeunes de son âge, partageait son temps entre ses études, sa famille et ses amis. Les vacances précédant sa disparition, il les passa au ski avec sa famille. Sa famille remarqua à certains moments qu'il n'était pas aussi joyeux que d'habitude. Puis la rentrée arriva, et Lucas reprit ses habitudes et ses projets, notamment un voyage aux États-Unis qu'il devait faire avec ses parents et ses frères. Rien d'anormal ne se passa qui aurait pu provoquer un changement d'humeur chez Lucas, si ce n'est un événement mineur, lorsqu'un élève du lycée se moqua de lui, ce qui sembla affecter le jeune garçon. Dans les derniers jours précédant sa disparition, le week-end, il a vu un de ses cousins qu'il voyait rarement mais qu'il appréciait, puis partir en camp scout à Saint-Victor-la-Côte. Il en revint apparemment très heureux. Puis le lundi fut un jour d'école classique, où son entourage ne remarquera rien de particulier. Le mardi, il participa à un tournoi de badminton où il sembla bien s'amuser. Enfin, nous arrivons à ce jour fatidique du 18 mars 2015. Le matin, Lucas avait cours. Il rentra vers midi. Son petit frère était invité à un anniversaire à Colombier. Lucas dut l'accompagner pour acheter un cadeau, puis ils se rendirent à la fête. Lucas en revint vers 15 heures. Entre 15 heures et 17 heures, heure de départ prévue pour la piscine, il traîna dans la maison et joua avec son téléphone dans la cour. À 17h10, alors que son frère est sur le point de partir, c'est là que les choses ne se dérouleront pas comme d'habitude. Voyons ça tout de suite. « 17h10. Valentin, le frère de Lucas, est prêt. Ils sont en retard. Lucas dira à son frère de partir devant. Il fermait et qu'il arrivait. Voilà le trajet qu'ils doivent effectuer pour se rendre à l'abribus qui les conduira à la piscine de l'eau d'un Lardoise.
Ne le voyant pas arriver, Valentin essayera de joindre Lucas en vain. Puis à 20h, leur mère vient les récupérer à l'arrêt de bus. Son frère le croyant chez lui avec sa mère, et sa mère le croyant avec son frère à la piscine, ils comprirent que quelque chose n'allait pas quand ils ne virent pas Lucas. Ils tentèrent de joindre les amis de Lucas en quête d'informations, mais personne ne savait où se trouvait le jeune homme. À ce moment-là, la panique les gagna, et ils appelèrent la police. Voilà, l'affaire Lucas Tronche venait malheureusement de commencer. Faisons maintenant le point sur ce qu'on sait de l'enquête depuis la disparition jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous allons commencer par les recherches qui commencèrent le soir même. Le soir de la disparition, quand les recherches démarrèrent, il faisait déjà nuit. Des fouilles ont été effectuées dans les vignes et bois alentour du domicile, mais rien, pas de Lucas. Il faut savoir que ce soir-là, il faisait 10 degrés. Lucas étant scout et habitué à bivouaquer, s'il avait prévu une disparition volontaire, sans complicité, avec pour but de recommencer une nouvelle vie, il n'aurait pas omis de prendre le matériel nécessaire. Un oubli est toujours possible, mais il aurait oublié une chose ou deux, il n'aurait pas tout laissé. Dans les jours qui suivirent, de vastes recherches eurent lieu autour de Bagnols-sur-Cèze. La police, la Légion étrangère, des agents ONF et des centaines de bénévoles recherchèrent le jeune garçon. Plus de 1500 personnes passèrent au peigne fin les collines, les falaises où Lucas aurait pu chuter. La rivière de la Cèze est sondée, malheureusement en vain. Même l'hélicoptère à vision thermique et la brigade cynophile ne réussiront pas à localiser le disparu. Puis les recherches sur le terrain ralentirent avec les jours passants. Mais la mobilisation pour aider à retrouver Lucas n'a jamais cessé. Les commerçants affichent l'avis de recherche. Des panneaux d'affichage publicitaire avec l'image de Lucas sont installés de partout dans la région. Même les camions affichent l'avis de recherche. Les parents multiplient les apparitions dans les émissions télé, à la radio ou dans la presse. Même des personnalités telles que Morane ou Jean-Pierre Foucault participeront à la médiatisation de l'affaire. Sans oublier les nombreux rassemblements. Malheureusement, rien ne ramènera Lucas. Même si rien de concret ne semble avoir été trouvé, de nombreuses pistes et rebondissements sont intervenus depuis la disparition. Nous allons maintenant les passer en revue. Après les recherches autour du domicile, les enquêteurs ont bien sûr interrogé la famille pour connaître le profil de l'adolescent, ses habitudes, etc. Ils ont après interrogé ses amis pour savoir s'il leur avait parlé de fugue ou s'il connaissait quelqu'un susceptible de s'en prendre à lui. Ses professeurs et les gens qui fréquentaient les mêmes endroits que Lucas ont aussi été interrogés. Mais apparemment, rien n'est ressorti des auditions. Quelques témoins oculaires auraient déclaré avoir vu Lucas, dont une voisine qui aurait vu une silhouette avec un sac à dos traverser un champ de vigne vers 17h15-17h30 le jour de la disparition. Puis le lendemain, le 19 mars, une autre habitante de Bagnols aurait aperçu une silhouette pouvant correspondre à Lucas, toujours dans des champs. Après le témoignage, une équipe cynophile de la gendarmerie est déployée. Et effectivement, le chien trouvera une trace de Lucas se dirigeant vers le nord. Puis le 23 mars au matin, des bénévoles aperçurent une silhouette à l'orée d'un bois au nord de Saint-Gervais. Celle-ci aura disparu avant qu'ils ne puissent la rejoindre. La brigade cynophile repérera une nouvelle fois la trace de Lucas, mais n'arrivera pas à remonter jusqu'à lui. 2 jours après, le 25 mars, un motard déclarera avoir vu Lucas le jour de sa disparition vers 17h15-17h30. Il marchait sur un chemin à Esbrézeux, à Saint-André de Roquepertuis. À moins que le témoin ou le journal Midi Libre ne se soit trompé dans les horaires, cela voudrait dire que Lucas, qui a été vu la dernière fois par son frère à 17h10, s'est rendu à Roquepertuis à l'aide d'un véhicule.
le trajet à pied prenant 3 heures minimum. Les recherches effectuées après ce témoignage ne donneront rien non plus. Puis, 10 jours après la disparition, Lucas aurait été vu accompagné d'une femme plus âgée au Cultura du Pontet, dans la banlieue d'Avignon. Les témoins appelèrent le SRPJ de Montpellier, à qui l'enquête venait d'être confiée 3 jours auparavant. Mais ce témoignage ne permit pas d'avancer. Dans les premiers jours après la disparition, la police avait également exploré la piste familiale, qui fut refermée après que les enquêteurs aient interrogé les membres de la famille et aient passé la chambre de Lucas au luminol. Ils se sont aussi intéressés aux conversations que Lucas a eues sur son téléphone le jour où il a disparu. Il aura fallu attendre début 2016 pour obtenir de Snapchat les informations qu'il demandait. Mais rien ne permit aux enquêteurs d'avancer dans le dossier non plus. La police continua ses investigations, notamment au niveau de la téléphonie et des véhicules qui avaient été filmés dans Bagnols-sur-Cèze le 18 mars 2015, sans que cela n'ait abouti au jour d'aujourd'hui. L'enquête semblait s'aviser. La veille à Bagnols-sur-Cèze reprenait son cours. Jusqu'au coup de théâtre le 1er mars 2016, quasiment un an jour pour jour après la disparition de Lucas. Un autre adolescent venait de disparaître dans un autre village du département. Le mardi 1er mars 2016, Antoine, 16 ans, disparaît sans laisser de traces à Clarensac, toujours dans le Gard. Tout comme Lucas, Antoine est décrit comme un jeune calme et sans histoire, qui n'a aucune raison de disparaître. Il dira simplement à son père « Je reviens ». Lui aussi est parti en laissant ses effets personnels. Et malgré les recherches faites dans les environs par la police et les bénévoles, comme Lucas, Antoine ne réapparaîtra pas. Les recherches pour retrouver les deux jeunes continuent. Mais maintenant l'hypothèse d'un serial killer frappant les jeunes gardois est dans toutes les têtes. Après la diffusion de l'émission L'heure du crime de Jacques Pradel le 12 avril 2016, les parents de Lucas commencent à recevoir des lettres qui accréditent la thèse du départ volontaire avec complicité d'un tiers. Elles disent que Lucas va bien et culpabilisent les parents pour avoir médiatisé la disparition de leur fils. Les enquêteurs essaieront évidemment de trouver l'auteur des lettres pour l'interroger. Il sera arrêté au mois de juillet. Le Corbeau est un homme de 57 ans qui travaille au rayon fruits et légumes d'un supermarché de Valence. Il sera mis hors de cause. Ce n'est qu'un mythomane qui prétend avoir voulu rassurer les parents de Lucas. Il leur a surtout donné de faux espoirs et fait perdre un temps précieux aux enquêteurs. En milieu d'année 2016, les enquêteurs passent au crible l'emploi du temps des personnes fichées pour des délits sexuels. Le 1er juin, ils feront une perquisition chez l'un d'eux dans une propriété de 3000 m² à Vénéjean, à 10 minutes de Bagnols-sur-Cèze. L'homme, en plus d'être un délinquant sexuel, est un collectionneur d'armes. Il a le profil. Il sera placé en garde à vue, mais sera relâché. Il n'aurait rien à voir avec la disparition de Lucas. Puis, en décembre 2016, le portrait robot d'un témoin important est diffusé. L'homme aurait été aperçu en train de traîner dans les environs du domicile de Lucas quelques heures avant sa disparition. Il ne sera pas identifié avant octobre 2018, alors pourtant qu'il habite Bagnols-sur-Cèze. Lui aussi sera mis hors de cause. En août 2017 survient la disparition de la petite Maëlys. Ce meurtrier nord-hollandais, soupçonné d'être un tueur en série, a de la famille dans la région de Bagnols-sur-Cèze. Il sera suspecté dans un premier temps de la disparition de Lucas. Puis cette piste sera écartée, son téléphone ayant borné dans un autre département au moment des faits. Le 29 septembre 2018, une macabre découverte vient de discréditer la thèse du serial killer. Le corps du malheureux Antoine Zoya venait d'être retrouvé pendu dans une forêt de Clarensac. Puis, le 14 mars 2019, 4 ans après la disparition de Lucas,
Une reconstitution de la disparition est organisée, suivie 11 jours plus tard, le 25 mars 2019, par des fouilles qui sont organisées selon une source bien informée pour, je cite, fouiller des lieux qui n'avaient peut-être pas été parfaitement fouillés après la disparition de Lucas. Cela ne donnera aucun résultat. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Le 18 mars dernier, 50 jours pour jour après la disparition de Lucas, son père a déclaré dans Objectif Gare que des investigations sur la téléphonie étaient toujours en cours, ce qui laisse un espoir de remonter jusqu'à Lucas, dans l'hypothèse où un tiers serait intervenu dans sa disparition. Voici donc ce que l'on sait du déroulement de l'affaire depuis le 18 mars 2015 jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite maintenant à voir ensemble les pistes potentielles. Il ne s'agit en aucun cas de refaire l'enquête, mais juste d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Les hypothèses sont innombrables. Je vais donc vous parler seulement des pistes qui me paraissent plausibles, en me basant sur les éléments du dossier qui ont été rendus publics. Commençons par la disparition avec intervention d'un tiers. Petit 1. Départ volontaire de Lucas avec une personne qui l'aide dans sa fuite. Cette thèse sera accréditée par le fait que Lucas a dit à son frère « Je te suis », mais qu'après il le fait pas. Même sa mère a dit qu'il avait prévu de pas aller à la piscine. Aussi, il n'a pas pris son argent. Il a coupé son téléphone quelques minutes après le départ de son frère. Et puis surtout, il a été vu avec une femme plus âgée qui serait susceptible de survenir à ses besoins. Si c'est le cas, s'il est parti dans le but de refaire sa vie, je privilégie une fuite à l'étranger. Pourquoi? Parce que depuis le temps, avec la médiatisation de l'affaire, Lucas il aurait été aperçu depuis. Comme pays, je privilégie l'Italie. Et voici pourquoi. Je crois que celui qui m'a le plus marqué avec lui, c'est le camp d'Italie parce qu'il adore l'Italie, il parle italien. Comme vous le voyez sur la carte, l'Italie se trouve à moins de 4 heures de chez Lucas. C'est-à-dire qu'entre 17h10 que son frère quitte le domicile et 20h que sa mère se rende compte qu'il a disparu, il aurait pu très bien se rapprocher de la frontière. Et pendant que tout le monde cherchait autour du domicile, il passait quasiment en Italie déjà. Il n'y avait pas eu d'alerte enlèvement, les frontières elles n'étaient pas fermées. Il aurait très bien pu traverser la frontière en passant inaperçu. Donc l'Italie, un pays relativement près, dont il parle la langue, et où selon Midi Libre il aurait été aperçu par des témoins. Petit 2. Départ volontaire avec intervention d'un tiers qui aurait tourné au guet-apens. Une personne qui lui aurait promis une nouvelle vie, mais qui a piégé Lucas une fois qu'il l'a suivi volontairement. Il dit donc à son frère « J'arrive, etc. » Laisse ses affaires, etc. Suit quelqu'un et ça tourne mal. Mais le départ volontaire pour recommencer une nouvelle vie est aussi discrédité par le fait justement qu'il n'a rien emporté. Petit 3. Toujours dans la disparition avec intervention d'un tiers. L'hypothèse du maniaque qui aurait ou préparé son coup et guetté le départ du grand frère, ou qui a frappé au hasard en enlevant Lucas dans la propriété, sûrement sous la menace d'une arme, ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas de traces de lutte. Ou qui a attaqué Lucas alors qu'il se baladait après avoir décidé d'aller se promener au lieu d'aller à la piscine. Mais le fait que le téléphone ait été coupé, à quelques minutes seulement après le départ de Valentin, ça fragilise la thèse de l'attaque loin du domicile, ou du moins hors du quartier. Il a pu aussi être attaqué par un habitant du coin, qui le séquestrerait ou l'aurait dissimulé sur sa propriété, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas été retrouvé. D'ailleurs, en parlant de maniaque, je voulais revenir sur la piste de Nordal Lelandais, qui a été écartée par la téléphonie. Pourquoi? Parce qu'on a vu récemment avec Michel Fourniret, qui avait été écarté dans l'affaire d'Estelle Mouzin pendant 17 ans grâce à un coup de fil, que la téléphonie c'est pas infaillible.
Donc est-ce que cette piste de Nordal-Lelandais, elle va ressurgir? Est-ce qu'on va se rendre compte qu'en fait il avait prévu son coup, qu'il avait laissé son téléphone chez lui? Parce que tous les criminels savent que la téléphonie, ça peut vous mettre sur les lieux. Et après, c'est dur de nier. Ça a pu être un vol crapuleux aussi. Objectif Gare, il parlait d'une piste d'un marchand ambulant qui vendait des pierres sur le marché. Lucas, il collectionnait des pierres. Apparemment, il y aurait des pierres qui manquaient dans sa collection. Est-ce qu'il y aurait eu une transaction qui aurait mal tourné? Petit 4. Toujours la disparition avec l'intervention d'un tiers. Il y a l'accident de voiture ou l'accident de chasse. Une voiture qui le renverse par accident et le chauffeur qui décide d'amener Lucas avec lui. Ou pareil, un chasseur qui le blesse et ça tourne mal. Voilà, je me penche pas trop sur cette piste parce qu'il n'y a pas d'informations dans les médias, rien. Donc c'est une probabilité, mais voilà, on n'en sait pas plus. Quant à la piste familiale, qui est souvent privilégiée dans ces affaires, je ne l'évoquerai pas par respect pour la famille et parce qu'elle a été écartée par l'enquête. On passe donc à la disparition volontaire sans intervention d'un tiers. Bon, la fugue pour recommencer une nouvelle vie, mais sans qu'il y ait de complicité, ça paraît peu probable. Parce que sinon il aurait pris l'argent, il aurait pris du matériel, et de toute façon il n'a pas un profil où il pourrait partir vivre sans aide, sans rien. Vous m'auriez dit, il traîne dans le milieu de la drogue, des rave parties, etc. Là oui, à la limite, il aurait pu partir avec des marginaux, vivre dans des squats, dans des camions aménagés, partir de rave party en rave party, vivre de petits trafics de drogue ou de la Manche. Mais c'est pas du tout le profil de Lucas. Donc ça, on élimine. Tout comme la piste du djihad d'ailleurs, qui est complètement farfelue, même si je le connaissais pas, de ce qui transparaît dans les médias, c'est pas du tout un jeune qui pourrait se laisser embrigader pour partir couper des têtes en Syrie. Donc ça aussi on élimine. Reste la thèse de l'accident sans intervention d'un tiers, ou malheureusement de la volonté d'en finir. Ce qui, selon les éléments qu'ont les personnes qui n'ont pas accès au dossier, semble les plus probables. Donc, l'accident. Lucas était, semble-t-il, fan de Man vs Wild. Est-ce qu'il aurait décidé, au lieu d'aller à la piscine, de s'essayer à la survie en milieu hostile? Est-ce qu'il a voulu pousser l'expérience à l'extrême, en ne prenant pas de matériel, pas même son couteau, mais juste une boussole? Je m'explique. Les anciens iPhones, je sais que même sans puce, il y avait toujours une boussole. Et on pouvait toujours se servir de la map. À partir de là, il y a encore pas mal d'hypothèses. Est-ce qu'en revenant de cette escapade, quand il a vu tous les gens qui le cherchaient, il a pris peur? Il s'est dit qu'il allait avoir la honte au lycée, ou on ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête d'un adolescent. Ce qui expliquerait qu'il était vu pendant plusieurs jours dans les alentours et que ce soit transformé en fugue. Et que lors de cette fugue, il a peut-être eu un accident. Et puis, il y a malheureusement la thèse de la disparition volontaire avec intention d'en finir. Ce qui expliquerait qu'il a dit à son frère de partir parce qu'il avait préparé son coup. Ce qui expliquerait qu'il est parti sans argent, qu'il soit parti sans son couteau, sans ses affaires. Voilà, il aurait fait comme l'autre jeune, Antoine Zoya, et il est parti dans un endroit vraiment loin et il a mis fin à ses jours. Quoi qu'il en soit, dans ces deux dernières hypothèses, selon les témoignages,
Lucas il semble avoir pris une direction en particulier. Jetons un coup d'œil aux cartes. Pourquoi je dis plus précisément dans ces dernières hypothèses? Parce que là-bas, il y aura dans ces cas-là des endroits susceptibles de l'intéresser pour une raison ou pour une autre. Dans l'hypothèse de la fugue ou de l'enlèvement, il peut être n'importe où, bien sûr. Donc, où il a été aperçu, Lucas? Il aurait été vu par une voisine le jour de la disparition dans le quartier vers 17h30. Mais après, elle a varié dans ses déclarations, elle a dit que c'était 17h, 17h10. Ce qui est impossible puisque le frère à Lucas il est parti à 17h10 de la maison. Il aurait été vu ensuite le lendemain, le 19, à midi et quart, dans un autre endroit du quartier, au chemin du Mât Jaune. Puis il aurait été aperçu le 23 vers 10h30 à Saint-Gervais. Toujours le même jour, vers 17h15, 17h30, il a été vu au lieu-dit Esbrézeux, en direction de la colline par un motard. Donc, voyons un cheminement possible en se basant sur ce qui est dit dans les médias. Sachant que selon le média, la version elle n'est pas la même. Comme par exemple à propos du témoignage du motard, qui selon LCI a été vu le jour de sa disparition, et selon Midi Libre qui a été vu le 23 mars. Ce qui collerait plus avec le cheminement que je pense que Lucas aurait pris. Donc pourquoi Lucas aurait voulu se diriger vers là-bas? Ça pourrait être tout simplement parce que c'est des endroits qu'il a déjà visités avec sa famille et ses amis et qu'il appréciait. Ça pouvait tout simplement être parce que c'est des cavités où il aurait pu trouver des minéraux pour sa collection. Mais aussi, ça aurait pu être parce qu'il avait des endroits et où se cacher, et où s'abriter, et où il pouvait essayer de survivre comme dans Man vs Wild, en pêchant ou en piégeant des animaux. Donc, ces lieux. Commençons par le lieu le plus loin de son habitation. La réserve naturelle nationale des gorges de l'Ardèche. Voilà les lieux. C'est reculé, c'est vaste, et ça peut s'avérer dangereux. Ensuite, le grand site de l'Avant-d'Orniac. Pareil, c'est reculé, vaste, dangereux, même s'il y a beaucoup de visiteurs. Il peut ne pas être sur le site même, mais être dans les alentours. La grotte de la Salamandre. Pareil, on se rapproche un peu plus de chez lui. Et surtout des lieux où il a été vu pour la dernière fois. D'ailleurs, plus proche de chez lui, il y avait la cavité des Cévettes qui avait été fouillée par les légionnaires et ils n'avaient rien trouvé. La région, c'est un vrai gruyère. Il y a des dizaines, voire des centaines de combes, de grottes, de trous, des falaises. C'est tellement nombreux que je peux même pas toutes vous les énumérer. Donc, vers lequel de ces lieux Lucas aurait-il pu se diriger? Je privilégie évidemment un endroit où il a été avec sa famille, avec ses amis, ou en camp de scout. Il a pu aussi tout simplement rechercher une portion de la 16 tranquille, isolée, qui lui convenait. Il y a tellement d'endroits. Même si ça peut paraître trop éloigné de son domicile, tout ce que je vous ai montré, il faut savoir qu'un humain marche en moyenne à 4 km/h, sans se presser. Pour gagner le point le plus loin, il lui fallait seulement 11 heures.
étalé sur plusieurs jours. Depuis la dernière fois qu'il avait été vu à Esbrézeux, il ne lui restait plus que 7h30 de marche pour aller jusqu'à l'endroit le plus loin. Et il aurait pu essayer justement de couper à travers la forêt et de chuter. 7h30 de marche, c'est très faisable, surtout à cet âge. Il suffisait qu'il marche de, disons, 10h à 13h et de 14h à 18h30. C'est un exemple. Et c'était fait. La grotte de la Salamandre, depuis Esbrézeux, c'est plus qu'à 4 heures de marche. Et il y a une multitude de sites bien plus proches. La famille, bien sûr qu'elle s'est creusée depuis tout ce temps pour savoir où il aurait pu aller. Ils ont réfléchi à tout ça. Mais les amis, est-ce qu'ils connaissent pas un endroit en particulier où il aurait pu aller? Et les chasseurs, les cueilleurs de champignons, vous qui crapahutez dans des endroits reculés, est-ce que vous avez pas, sans faire le rapprochement, trouvé des affaires qui auraient pu appartenir à Lucas? En croyant juste que c'est des déchets ou... Voilà donc ce qui aurait pu se passer, selon moi, dans l'hypothèse d'un accident ou d'un geste désespéré. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, mais je voudrais dire une dernière chose. Il y a peut-être des gens qui savent quelque chose. Si quelqu'un est responsable de la disparition de Lucas, je suis sûr qu'il regarde sur internet ce qui sort à propos de l'affaire. Parlez. Les parents ils doivent savoir. Même si vous ne voulez pas vous dénoncer à la police, dites au moins où il se trouve. Vous pouvez le faire anonymement d'une façon ou d'une autre. Pareil pour des gens qui ne seraient pas impliqués directement, mais qui savent quelque chose. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est susceptible de s'apprendre un ado et qui aurait pu se trouver à Bagnols-sur-Cèze ce jour-là? Si oui, faites quelque chose. Ce n'est pas être une balance que de mettre hors d'état de nuire quelqu'un qui s'en prend aux enfants. C'est un acte héroïque. Et dans l'hypothèse où Lucas serait parti de son plein gré, vous les amis, est-ce que vous n'avez pas raté un détail qui peut paraître anodin, comme par exemple une fille qui lui plaisait, qui s'était mis en couple à cette période, ou quelqu'un qui l'a déçu d'une façon ou d'une autre, ou ces moqueries qu'il subissait qui l'ont poussé vraiment à bout. Il y a tellement de questions. J'espère qu'un jour la famille aura la clé de l'énigme. En 2015, l'année de la disparition de Lucas, il y avait déjà 50 000 mineurs qui étaient inscrits au fichier des personnes recherchées. Donc 405 disparitions inquiétantes. Il faut continuer à en parler de ces jeunes, qui tombent pas dans l'oubli, qu'on continue à les chercher. Que les photos le circulent, même si le temps y passe qu'ils vieillissent, au moins qu'on parle d'eux. Voilà, merci de votre attention. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos hypothèses et vos témoignages. Et surtout, continuez à parler de Lucas. Merci, à bientôt.